Bonjour à vous. Cette thématique du courage, je ne l'ai pas personnellement choisie, hein. Elle a été choisie par la directrice artistique du Printemps des Poètes, Sophie Nolot, qui succède depuis 3 ans à Jean-Pierre Siméon. Il y a 2 ans, c'était l'ardeur. L'an dernier, la beauté. Cette année, le courage. A, B, C. Voilà, on peut rêver, je ne sais pas, du désir pour l'année prochaine, peut-être. En tout cas, moi, je prends depuis des années maintenant, depuis plus de 16-17 ans, je prends acte de la thématique du Printemps des Poètes et je conçois librement une anthologie. Je l'ai faite, cette anthologie, pendant des années avec les éditions Séguers, et puis depuis 10 ans, je le fais avec ma propre maison, en demandant à un autre auteur de m'accompagner, parce que je crois que c'est bien de faire ce travail à 2 ou 3, pour plus d'éclectisme, pour corriger nos tendances, nos dispositions naturelles. Je l'ai longtemps fait avec Christian Postaniek, que vous aviez reçu ici, et je le fais maintenant avec celui qui se définit lui-même comme un agitateur poétique, Thierry Renard, qui dirige à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, une maison de la poésie qui s'appelle l'Espace Pandora, et une maison d'édition, la Passe du Vent, et qui organise depuis des années maintenant ce que l'on appelle dans la région lyonnaise le magnifique printemps. Voilà, donc nous avons associé nos compétences, nos forces pour concevoir une anthologie qui aborde cette thématique du courage. Alors, quand je dis, au fond, une anthologie, qu'est-ce que j'entends par là? D'abord, une ouverture au plus grand nombre. 88 poètes cette année. C'est pas mal, hein, 88, c'est beaucoup. On ne peut pas ouvrir à l'infini, nous sommes limités en nombre de pages. Le prix aussi est évidemment un élément à prendre en compte impérativement. Encore, je trouve que déjà un livre à 20 €, c'est cher pour certaines personnes, hein, bien sûr. 88 poètes contemporains, avec de temps en temps quelques incursions du côté des grandes voix de la seconde moitié du XXe siècle, mais on va dire que 80 poètes ou 75 poètes de cette anthologie sont vivants. Français et étrangers. Et cette année, une grande nouveauté, il y a presque autant d'hommes que de femmes. J'espère que vous apprécierez la formulation. Voilà. Je pense être le premier à dire cela en matière d'anthologie de poésie ou à présenter les choses ainsi. Parce que vous savez bien que l'histoire littéraire, elle a souvent été... C'est une clé qui est souvent dans la main d'un homme. Hein. C'est un fait indéniable. Et en poésie, il y a des voix féminines extraordinaires. Parfois, il faut aller les chercher aussi au-delà de nos lignes d'horizon hexagonales, au Québec, en Afrique, dans l'hémisphère sud, en Océanie, dans l'océan Indien, etc. Et la particularité du travail que je fais, c'est d'ouvrir vraiment l'espace éditorial et littéraire à tous les vents de la poésie, des poésies du monde, et de conjuguer le terme poésie, si je puis dire, au pluriel, mais aussi au féminin. Voilà. Et pour mettre cela en évidence, une image, peut-être petit format, mais vous la voyez quand même. J'ai demandé à un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Lobet, qui est un artiste de Nîmes, monsieur qui a beaucoup de talent, que peut-être un jour je ferai venir ici, qui est aussi un architecte du livre. Lui, il conçoit des livres d'artistes à tout petit tirage. Il a bien du mal à en vivre, mais il fait battre fortement le cœur des lecteurs parce qu'il fait un travail magnifique. Robert Lobet a réalisé un dessin pour un livre d'artistes que j'ai fait avec lui, qui s'intitule Kaddish pour Marianne. Marianne, c'est Marianne Cohn, à laquelle j'avais consacré un roman en 2014, et qui est une résistante juive allemande, qui est née au cœur de l'Allemagne, à Mannheim, dans une famille de professeurs d'université,
une famille européenne avant l'heure, francophile, germanophile, germanophone. Son papa était professeur d'économie politique et sa maman était professeure à l'université d'histoire de l'art. Donc elle a grandi comme ça dans un monde qui était un monde d'ouverture et de grande culture. Mais voilà que les lois anti-juives qui sévissent en Allemagne dès la fin des années 20 dégradent les parents qui ne peuvent plus enseigner à l'université, qui vont se retrouver, le papa va se retrouver à travailler dans une usine. Et puis la situation, à partir de 1933, devient tellement dangereuse que cette famille décide de fuir l'Allemagne, va s'installer en France, puis en Espagne, où elle découvre dans les quartiers juifs de Barcelone, on va dire un judaïsme qu'elle soupçonnait à peine, et cette adolescente, vous voyez, en 1936, elle a 14 ans, va traverser les Pyrénées avec sa famille au moment où le franquisme déverse sa haine sur l'Espagne. Et elle va se retrouver à l'âge de 15 ans, 16 ans, à la maison des enfants de Moissac, qui accueille des orphelins, tandis que les parents sont en camp de rétention, je pense dans le camp de Gurs. Et cette petite jeune fille va très vite s'occuper des plus jeunes. Et c'est ainsi que, presque naturellement, spontanément, elle va entrer dans la résistance. Et ce qu'elle va faire, c'est rejoindre un groupe de résistants juifs dans l'est de la France, et elle va faire passer des enfants. Elle va sauver 200 enfants juifs d'une mort quasi certaine, en les faisant passer en Suisse. Et lors du dernier passage, celui du 31 mai 1944, elle est arrêtée, torturée. Elle ne parlera pas sous la torture. Elle refusera l'évasion qu'on a mis en place pour la sauver, et pour sauver tout un réseau, il faut le dire. Elle le refusera pour ne pas se désolidariser des enfants. Et elle sera atrocement assassinée au début du mois de juillet 1944. Moi, je lui ai consacré un roman, il y a quelques années, et comme j'ai l'impression de n'en finir jamais avec cette histoire, et que je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire est entrée dans ma vie, et que, comment dire, Marianne vient régulièrement, comme si elle venait frapper à ma porte, et que ces enfants, ces 28 enfants qui ont été sauvés lors du dernier passage, eux ont été libérés. Je n'en connaissais aucun quand j'écrivais mon roman en 2014, mais depuis, ce sont des personnes âgées aujourd'hui, mais plusieurs d'entre eux sont venus me voir, 4 ou 5. Et la dernière que j'ai rencontrée avait 3 ans à l'époque, mais elle a des souvenirs de son passage en Suisse. Une école dans la région d'Annemasse où elle a été arrêtée porte désormais le nom de Marianne, et je me suis remis à l'écriture il y a quelques mois, et j'ai écrit un livre d'artiste. Oh, c'est quelques poèmes, sous la forme d'un double Leporello qui se déplie et se replie autour du poème de Marianne, que je vous lirai tout à l'heure. C'est un poème sur le courage, un poème, l'unique poème que nous connaissons d'elle. Elle n'a écrit qu'un seul poème. Enfin, en tout cas, l'histoire n'en a conservé qu'un seul. Mais c'est un poème qui aurait pu, à lui seul, remplir cette anthologie, tant il est fort. Et Robert Lobet a fait ce dessin pour accompagner, c'est un des dessins qu'il a réalisé pour accompagner mon poème. Pourquoi ce long préambule? Mais pour vous dire, regardez, vous voyez des silhouettes humaines qui sont penchées ensemble dans un effort. Vous voyez des êtres qui sont en route vers une invisible frontière. Peut-être que c'est la liberté bafouée qui guide leurs pas, ou le besoin de sauver sa vie. Une même quête d'horizon, une fuite en avant, un exode. Je trouvais que cette image était emblématique de ce que nous voulions dire et faire dans ce livre, et en rappelant que finalement la poésie, c'est à la fois l'expression de l'intime, ce qu'on appelle au fond le lyrisme, et en même temps la force des valeurs collectives. Et donc une anthologie, ça doit être cela. C'est un collectif que l'on réunit par-delà l'espace et le temps,
par-delà les différences de genre et de tonalité, de culture et de registres, de thèmes et d'écriture, mais pour raconter quelque chose. Et ce que nous avons voulu raconter, bien évidemment, c'est le courage. Alors, pour faire suite à cette image, vous voyez, on voit 6 silhouettes, n'est-ce pas? 6 ou 7. Eh bien, un acrostiche en 4e de couverture du livre, un acrostiche que j'ai réalisé comme je le fais à chaque fois depuis 3 ans, et qui nous dit ceci: le courage, donc la saison du courage, ô humble, jeté sur le printemps, courber l'échine, aller contre le vent, ouvrir aux femmes opprimées, piétiner une espérance derrière les fenêtres, résister, s'évader, survivre, aimer à corps perdu, garder les mots en vie, et puis rire toute une éternité dedans la terre. C'est le poème surnuméraire, en quelque sorte. Celui qui n'aurait pas existé si nous n'avions pas publié les auteurs suivants. Peter Bakowski, le poète australien, qui vient de sortir ce livre en anglais, La saison du courage, et moi j'ai repris, ça vient de paraître en Australie, j'ai repris le poème éponyme et je l'ai fait traduire. La saison du courage, pour un poète australien, je pense que ça fait sens. Hein. Ô humble jeté sur le printemps, c'est Louise Dupré, poète québécoise, qui écrit cela. Courber l'échine, aller contre le vent, c'est un poète équatorien, Edwin Madrid, qui était en résidence d'écriture il y a 4 ou 5 ans à Saint-Nazaire, dans la maison des écritures. Et donc j'ai découvert, je l'ai rencontré l'été dernier, j'ai lu sa poésie, j'ai trouvé formidable. Et dans cette anthologie, nous publions un texte écrit sur le courage de sa mère, un texte très fort dont nous avons extrait cette phrase. Ouvrir aux femmes opprimées, piétinées. Alors c'est Anita Bharti, une poète indienne dont je vous reparlerai peut-être tout à l'heure, qui vient de la caste des intouchables, enfin qui vient vraiment d'une caste opprimée et qui cherche à faire entendre la voix des Dalits en Inde. Les Dalits, ce sont les laissés-pour-compte de la société, ceux qui n'ont pas le droit à la parole. Mais il y a en Inde l'émergence de toute une littérature dont on va parler au moment du Salon du Livre de Paris, puisque l'Inde est le pays invité, et que le phénomène le plus important, je dirais, de l'Inde post-coloniale, c'est l'émergence de cette poésie dalit, de cette poésie des intouchables. Les deux termes ne sont pas tout à fait synonymes, mais c'est cela qu'il faut retenir. Résister, s'évader, une espérance derrière les fenêtres, Hélène Dorion, du Québec. Résister, s'évader, survivre, Michel Dunant, un poète français. Aimer à corps perdu, Dimitri Porcou, un poète franco-sarde, franco-italien, franco-corse, c'est pas trop. Et clarinettiste de grand talent. Louis Mizone, Gardez les mots en vie, c'est un poète chilien. Et puis Rire toute une éternité dedans la terre, c'est un poète dont je vous reparlerai tout à l'heure, Alexei Bueno, qui est brésilien, qui a écrit un très long chant de résistance en brésilien, que nous avons fait traduire et que nous publions à la fin de ce livre. Et je suis très fier de cela parce que personne en France n'avait encore lu en français ce poète. Et je me disais, tiens, quand même, publier un poète qui vit aujourd'hui dans le Brésil que nous savons et qui publie un long texte intitulé Les Résistants, ce n'est pas rien. Voilà. Alors, le courage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour nous? Nous sommes partis là pour 10 variations sur le courage, parce que je crois qu'il faut, quand on fait une anthologie comme cela, non pas privilégier les noms. Je ne prépare pas une anthologie en me disant, tiens, je dois absolument avoir, je ne sais pas, Guy Goffet, Charles Juliet, André Velter, Marie-Claire Bancard, etc. Je ne fonctionne pas comme ça. Je construis un projet et je vais ensuite chercher les textes qui peuvent répondre aux thématiques.
Et si ça me permet de temps en temps de publier des grands noms de la poésie, tant mieux. Mais si c'est un inconnu qui écrit un texte formidable sur un sujet, je le privilégie. Et donc, il nous a semblé nécessaire de parler de ces poètes qui se battent pour la vie. Et en exergue, peut-être pour vous dire ce que nous avons voulu raconter dans ce chapitre, une phrase de Primo Levi qui résume bien les choses. Il dit la chose suivante. « Pour moi, la souffrance n'a pas de sens. On doit l'éviter. Je dirais même que le seul devoir de l'homme est d'éviter la souffrance aux autres et à soi-même. Mais quand elle vous tombe dessus, quand on ne peut pas l'éviter, alors le mieux est de s'armer de courage, de ceindre de force ses reins. » C'est magnifique, hein. Je trouve que ça raconte toute une philosophie de la vie et il résume un peu la sienne aussi, hein, bien entendu. Et dans ce chapitre, nous faisons entendre des textes qui nous parlent de ce courage qu'il faut pour vivre, pour affronter le deuil, pour affronter la maladie. Quand nous avons eu terminé ce chapitre avec ces 11 poètes différents, nous nous sommes regardés et nous avons dit, tiens, il y a 10 femmes. Nous n'avons pas fait exprès. Mais c'est sous la plume des femmes que nous avons trouvé les textes qui nous touchaient le plus. Et c'est peut-être le texte d'un homme que je vais vous lire. François de Blu, qui est un poète suisse que j'aime beaucoup et qui écrit de façon très intime un texte pour saluer le courage de quelqu'un qui lui est très proche et qui se bat contre la maladie. Je savais en recevant ce que signifiait l'envoi de ce poème et je vais vous le lire. C'est un texte un peu dur, mais après tout, la poésie aussi, elle permet d'affronter ces réalités. Un mal la ronge, qui est mal fatal. Un mal la ronge, peu à peu, la prive de tout plaisir, de tout désir, malgré quoi elle lutte, résiste, jour après jour, pied à pied, malgré quoi obstiné, le mal aussi poursuit son œuvre, pas à pas, lui aussi, la détruit, la réduit à peu de choses, à presque rien. Elle se bat pourtant et luttera encore, jusqu'au jour où, courage, à son tour, ne sera plus que l'être morte. Ou bien Sabine Péglion, qui écrit, c'est une poète française, qui écrit un texte aussi sur la difficulté de vivre et la maladie, mais qui le fait sous presque la forme d'une chanson. Le courage, dans ses pas en suspens, dans ses yeux refermés, dans le corps qui se fend, dans la voix effacée, dans la main qui se tend, dans le pas qui hésite, dans ses regards fuyants, dans ces êtres qui t'évitent. Que pourrais-tu attendre ? Autour, on applaudit, mais oui, on t'encourage, tu avances, on sourit, tu poursuis le chemin, tu ne l'as pas choisi. On redoute la pitié, on doute de l'amitié. Certains parlent de courage en ignorant le coup, on occulte la rage, la colère, le dégoût, on est loin d'être sage. On voudrait bien en rire, on espère toujours, on regarde la lumière et on choisit de vivre. Voilà, c'est très beau, c'est simple. Ce sont des textes inédits. Et quand on est éditeur, on est heureux de recevoir des textes de cette nature. Alors le courage de se battre pour la vie est suivi d'une autre forme de courage. Le dépassement de soi, c'est ce que Nietzsche, par exemple, le philosophe, évoquait quand il disait, par exemple, heureux qui voit sa peur et la domine. Lui qui avait la fascination de la haute altitude, des cimes, des abîmes, des gouffres et de l'élévation. Et ce sont des textes qui parlent de cela, que nous avons choisis. Vous ne serez pas étonné, si vous le connaissez, que ce chapitre s'ouvre sur un texte de Charles Juliet,
Charles Juliet qui a une œuvre magnifique, euh, publiée chez différents éditeurs, mais en particulier aux éditions POL. Il faut lire, je pense, le livre qui s'intitule Lambeau, dans lequel il raconte une enfance très difficile, d'orphelin, puis d'enfant de troupe, etc. Une vie qui aurait dû être totalement broyée, étouffée, mais qui va renaître par l'écriture. Et c'est une peur d'enfance qui est évoquée dans ce texte. Oh, un poème très simple, intitulé Chaque soir. Chaque soir revenait l'instant fatidique. Il traînait, prenait le pot, traînait encore, puis, bandant sa volonté, dominant sa peur, il se jetait dans la nuit, descendait des marches. Ouvrait à tâtons la porte qui grinçait, il descendait encore. La lumière éclairait à peine la cuve et les tonneaux. Du robinet ne coulait qu'un mince filet de vin. À tout instant pouvait surgir le voleur d'enfants. Dans sa main le pot tremblait. Plus tard, il lui a fallu descendre dans une autre cave. Il n'en est remonté qu'après de longues années. C'est un très beau texte, parce que il me fait penser, en le lisant, je retrouvais des sensations que j'avais eues quand j'étais enfant en lisant Poil de carotte. L'enfant qui doit aller... on a tous comme ça des souvenirs de peurs enfantines ou des peurs qui nous ont été racontées, notamment dans les maisons sans lumière, les maisons d'autrefois, quand il fallait aller fermer la porte des poules pour Poil de carotte, ou bien aller chercher de l'eau à la source. Une grand-mère qui me racontait ça, sa peur d'enfant quand il fallait descendre par le petit sentier pour aller chercher l'eau à la source, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante dans la maison. Mais en même temps, là, on comprend assez vite dans le poème ce qui nous est dit à la fin, c'est-à-dire que c'est une métaphore d'une autre obscurité, qui est non pas à l'extérieur de soi, mais en soi. Et cette descente dans une sorte de puits sans fond, c'est aussi celle qu'évoque ce poème de Charles Juliet. Donc je trouve ça très, très touchant, ce texte sur le courage. Voilà. Et lui répond le doyen de cette anthologie, Frédéric Jacques Temple, 99 ans, enfin 98 là, il va avoir 99 ans au mois d'août. Il écrit toujours. Et il était très fier de m'envoyer ses poèmes en me disant, tu sais, le recueil suit. Mais je suis un garçon pressé. Alors, comme il est pressé, on va le publier pour son 99e anniversaire. Mais voilà ce qu'il écrit, lui qui a eu une vie complètement extraordinaire. Bon, vous voyez, 99 ans, vous voyez où ça nous mène. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il s'est battu sur le mont Cassin en Italie. Donc je crois qu'il a connu l'enfer. Et puis ensuite, il y a eu des voyages dans les peuples amérindiens, des rencontres extraordinaires. Songez qu'il a été un compagnon de route de Blaise Cendrars, qu'il a connu Henri Miller, Laurence Durel, Francis Carco. Voilà. C'est très étrange quand on dit tout cela, mais voilà. La source du courage. J'ai vu le ciel trembler de l'explosion du mont Cassin, sans doute oublié de Dieu. J'ai vu les chiens les plus sauvages transis de peur quand le Vésuve libérait le feu de ses entrailles. J'ai vu le fracas des bombes, la terreur du brave tirailleur. J'ai vu, incrédule, des corps qui n'étaient plus des hommes. Que serait sans la peur le courage? Elle est de la vie la comparse, depuis le temps qui n'avait pas d'histoire. Mais le puissant désir de vivre, vaincre le froid, rendre gloire au soleil, serrer dans mes bras ce que j'aime, me donne le courage d'avoir peur. Voilà, ça vient d'être écrit, quasiment. Mère courage.
c'était impossible de faire autrement. Hein. Voilà. Bien sûr, on pense à Brecht. J'ai cherché pendant longtemps une citation de Brecht qui pouvait venir ouvrir ce chapitre. Puis finalement, j'y ai renoncé en me disant, voilà, Mère Courage, pour tout le monde ou pratiquement, ça évoque Brecht, donc le courage des femmes aussi pendant la guerre. Et c'est une autre phrase en exergue que je suis allé chercher chez une autrice inconnue, enfin, je crois, pratiquement inconnue, qui s'appelle Ana Luna Fedele, qui écrit en espagnol et qui, de son voyage au Chili, a ramené un recueil assez touchant qui nous parle des femmes chiliennes qui recherchent inlassablement les restes des disparus dans les charniers d'Atacama, sur les hauts plateaux d'Atacama dans le désert chilien, pleurent sur le courage des femmes, la pluie invisible des gouttes amères, des gouttes de la lune nue. Voilà, elle parle de ces mères ou de ces grands-mères courage qui recherchent donc les preuves des exactions commises par le régime de Pinochet dans les années 70, à la fin des années 70, et de ces corps de résistants ou de simples citoyens qui étaient dynamités et dont les os étaient parfois jetés par les hélicoptères dans le désert. Plus tendre, plus gai aussi, ce poème de Nimrod, le poète tchadien. J'ai aimé ma mère, j'ai embrassé son destin comme un fils, comme un mendiant, qui priait en secret les dieux d'allonger ses jours à proportion des miens. Je l'aime comme un exilé saisi par la douleur d'espérer, les vœux qu'on remise à peine nés au fond d'un cœur taillé pour le bonheur. Au sort, ma mère présentait des contes sans envier personne, ni même la lune, ni même le soleil, elle qui était courageuse, sans être mère courage. Je pleurais en la voyant si sereine, moi que tourmentaient les pressentiments, en cette zone de l'être où naît un cœur de poète. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous lire un texte plus ancien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelques voix comme ça du XXe siècle. Le Doyen, c'est un poète né dans le Missouri en 1902 que je tiens vraiment pour l'un des plus grands poètes du XXe siècle, de la poésie universelle même, dira-t-on. Quand on parle de la négritude, on pense toujours à trois noms. Damas, en Guyane, Aimé Césaire, le Martiniquais, et puis Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais. On dit qu'à eux trois, ils ont fondé le mouvement de la négritude, ce qui est vrai. Mais on oublie qu'il y a eu des figures qui les ont précédés. Et il y en a une immense, magistrale, c'est Langston Hughes, le poète noir américain, qui est né en 1902 dans le Missouri et qui laisse une œuvre alors absolument extraordinaire, nourri par les rythmes du blues, du jazz. Il s'est mêlé aux artistes. Puis c'est quelqu'un, évidemment, qui a grandi dans une Amérique qui ne faisait pas la part belle aux gens de couleur. Et le texte que je vais vous lire est magnifique parce qu'il rend hommage à sa mère, qui était femme de ménage dans les buildings de New York. Et je trouve ce texte vraiment formidable. Donc la mère s'adresse à son fils. Eh bien mon fils, je vais te dire quelque chose. La vie, ça n'a pas été pour moi un escalier de verre. Il y a eu des clous, des échardes, des planches défoncées et des endroits sans moquette, à nu. Mais quand même, je grimpais toujours, je passais les paliers, je prenais les tournants et quelquefois j'allais dans le noir quand il n'y avait pas de lumière. Alors, mon garçon, faut pas retourner en arrière. Faut pas t'asseoir sur les marches parce que tu trouves que c'est un peu dur. Et ne va pas tomber maintenant parce que, mon fils, moi je vais toujours, je grimpe toujours. Et la vie, ça n'a pas été pour moi un escalier de verre.
Respect, non? C'est magnifique. Ça a été traduit au début des années 50 par François Daudat. C'est aujourd'hui introuvable. Voilà. Et il faut qu'un éditeur s'en occupe. C'est magnifique. Ouais. Puis alors en anglais, c'est très simple. En américain, c'est très simple. C'est-à-dire que ça peut être lu par des collégiens. Et quand on leur fait écouter le blues ou le jazz, alors là, ça prend une dimension vraiment extraordinaire. En regard de ce texte, j'ai placé un poème d'une jeune sud-africaine qui s'appelle Ronelda Kampfer, qui a grandi dans les ghettos d'Afrique du Sud. Donc c'est une Africaine métisse. Et c'est un texte sur les femmes de ménage, où elle dit « Ma mère était femme de ménage et moi je ne le serai plus. Et je veux sortir de cette lignée interminable de domestiques. » Et, voilà. Et donc elle entre dans la vie, l'injure à la bouche. C'est un texte qui, vous voyez, si on les met côte à côte, ils se ressemblent, mais en fait ce sont deux textes comme ça en opposition assez violente. C'est ça aussi une anthologie, hein, c'est la possibilité de créer des environnements, des ruptures à l'intérieur d'un corpus ou des prolongements intéressants. Je vous lirai bien tout, mais je ne peux pas. Je vous lirai bien le poème de Nadia Mifsud, qui est une poète de Malte, qui écrit un texte magnifique sur sa grand-mère Courage. Ou bien Joël Vernet, qui nous donne une prose incroyable sur sa mère. Ou Anita Barty, dont je vous ai parlé, qui s'adresse à la petite Malala dans un poème formidable, en lui disant de tenir le coup et de ne rien lâcher. Ça, c'est très beau. Mais quand même, il faut avancer. Et parce que je voudrais vous présenter, même à pas de course, mais quand même ces 10 chapitres, et vous dire qu'il y a un courage d'aimer. Bien sûr, il y a un courage d'aimer. Alors, ce courage d'aimer, Frida Kahlo, on parle beaucoup de Frida Kahlo hein, en ce moment, elle disait ceci. Bon, ben, je trouve ça magnifique. J'aurais voulu l'intégrer, mais je l'ai découvert, cette phrase, juste à la fin. Le livre partait sous presse. Et la difficulté, c'est pas de commencer un livre, c'est de savoir l'arrêter, de savoir le finir. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et mes partenaires, je les use parce que Thierry Renard il me dit « Je suis fou, mais alors j'ai trouvé pire que moi. » Parce que je peux l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en lui disant « Je viens encore de trouver un texte, je remets en cause ce qu'on a fait la veille, je détricote ce qui a été tricoté. » Et là, j'avais dit « Écoute, Frida Kahlo, le livre part demain à l'impression, mais écoute ça, c'est quand même formidable. Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. » C'est beau, non hein? Vous voyez, vous allez réveiller quelqu'un le matin avec ça, vous sauvez sa journée, non? Magnifique, tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. Bon. Alors dans ce chapitre, je publie un texte de Margaret Atwood. Margaret Atwood, bon, vous la connaissez. Vous avez peut-être même vu La Servante écarlate. La série sur, je sais pas, Netflix. Bon, elle jouit aujourd'hui d'une réputation mondiale. Cette dame de 80 ans, elle est extraordinaire, avec ses anticipations, ses récits d'anticipation qui ne font que regarder à la loupe la société dans laquelle on est. La Servante écarlate, c'est au fond un grossissement de situations, de vie. Voilà, et elle s'interroge, elle ne donne aucune leçon, on ne sait même pas exactement ce qu'elle pense, je ne sais pas, de la gestation pour autrui ou des choses comme ça, mais par contre, elle crée des fictions extraordinaires qui lui valent cette réputation aujourd'hui mondiale. Mais alors on oublie complètement que Margaret Atwood est d'abord poète. Hein. Ben, je vous assure, elle le dit, la colonne vertébrale de mon œuvre, c'est la poésie. Et d'ailleurs, ces poèmes
sont des matrices. C'est presque le poème est comme un ballon d'essai qui va donner lieu ensuite au roman. Je vais publier une anthologie personnelle de Margaret Atwood au mois de mai. Et je reste à Nantes demain pour travailler avec la traductrice qui habite à Nantes, Christine Evin, voilà. Alors, si vous me réinvitez l'année prochaine. Ah, mais ce serait bien de venir avec Margaret Atwood. Non, hein, voilà. Alors, pour créer le manque, ben, je ne vous lirai pas son poème. Mais je vais vous lire un texte très beau de Nazım Hikmet. Vous savez, Nazım Hikmet, c'est ce poète turc qui a passé une grande partie de sa vie dans les prisons turques. Il a même été condamné à mort, puis sa peine a été commuée en la prison, je crois combien de temps? Il est resté plus de 20 ans, 28 ans, je crois, dans les prisons, hein, au total. Et puis il a ensuite connu l'exil, il est mort à Moscou. Et il a écrit des poèmes, alors vraiment extraordinaires, accessibles au plus grand nombre. Et je vais vous lire une lettre d'amour qu'il adresse depuis sa prison à la femme qu'il aime. Ça s'appelle Lettres et poèmes et j'ai choisi la troisième. C'est un poème, mais c'est une lettre aussi. Je te dirai quelque chose d'une importance capitale. L'homme change de nature quand il change de lieu. J'aime effroyablement ici le sommeil qui vient comme une main amie ouvrir les verrous de ma porte et renverser les murs qui m'enferment. Comme dans la comparaison banale, je me laisse aller dans le sommeil, comme la lumière glisse dans les eaux tranquilles. Mes rêves sont magnifiques. Je suis toujours dehors. Le monde y est clair, le monde y est beau. Pas une fois encore je n'y fus prisonnier. Pas une fois encore dans mes rêves, je ne suis tombé de la montagne dans l'abîme. Tes réveils sont terribles, diras-tu. Non, ma femme, j'ai assez de courage pour faire au rêve sa part de rêve. Bon oui, hein. C'est pas rien, un texte comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, courage, on s'est dit, mais courage, bien sûr, courage, le cœur, Rodrigue, as-tu du cœur, vous savez, bon. Donc, mais quand on décompresse le mot courage, si on le prend comme un élastique, on entend cœur, on entend rage. Et donc, le cœur en rage, cette espèce de rage de vivre, il faut en rendre compte dans la poésie. Ce que René Depestre disait du haut de ses 16-17 ans dans son premier recueil, le premier poème de son premier recueil, Étincelle, celui qui lui a valu un exil à vie. Je sens gronder en moi la colère des foules, je sens vibrer en moi leur rage de vivre. Et j'y ai publié par exemple, alors il y a un long texte de René Depestre adressé à Angela Davis, tout à fait magnifique, un texte qui est paru en 1976 dans un recueil qui s'intitule Poètes à Cuba, c'est les grandes années d'engagement de Depestre. Il y a aussi ce poème d'Yvan Lemaine intitulé Enfin de droit, lorsqu'il a appris qu'il avait été déchu de ses droits, etc., et qu'il me disait un soir dans un restaurant à Quimper, je suis condamné à rembourser des sommes, etc., et c'est toute ma vie qui s'effondre. Parce qu'il avait perdu son statut d'intermittent du spectacle. Vous avez peut-être, par la presse, été tenu au courant de cette affaire, de ce procès qu'il a perdu contre Pôle emploi. Et que mon ami Yvon était complètement désespéré. Et je lui dis, mais arrête de me parler de tes problèmes, parle-moi de ta poésie. Et Yvon me dit, mais je ne pourrai plus écrire, cette histoire est en train de me tuer. Et puis, difficilement, il sort de son sac une liasse de feuilles. On était dans un petit restaurant, dans le vieux Quimper, et puis il me dit, j'ai écrit ça, mais je crois que ça vaut rien du tout. Et je commence à lire le texte, et je trouve un texte extraordinaire, magnifique, qui s'intitule En fin de droit, et on s'est mis au travail dès le lendemain, et on l'a publié.
pour que le texte paraisse un mois plus tard au Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, où le texte a été vendu dans des conditions absolument incroyables avant même de paraître en librairie. Et puis voilà, l'argent récolté a servi à payer l'avocat, etc. Et ce texte s'intitule En fin de droit, et je vous en lis un passage parce que c'est quand même une espèce de rage. C'est l'impuissance du type qui est en fin de droit face à la machine administrative. Je trouve que c'est tellement d'actualité. Emploi. Avant, j'avais un métier. Maintenant, j'ai un emploi, m'a dit un jour un paludier dont le sel brillait encore en blanc dans ses yeux. Un employé qui ploie comme le roseau contre les mauvaises nouvelles du chômage. À qui Pôle emploi donne du travail? Aux employés de Pôle emploi d'abord, qui ont peur de leur directeur, qui fait peur aux chômeurs. Qui a peur des chômeurs? Les futurs chômeurs qui se voient dans leurs yeux de chiens battus, même sans collier, d'enfants perdus, au bout de leur vie d'enfance perdue, en Bretagne et ailleurs. Bretagne, ce nom que je préfère dans cette liste de noms qui n'en sont pas, que j'aime en blanc et bleu, même en gris, en pluie, sa matière de Bretagne qui résiste d'Irlande en Trégor où je vis. Où Pôle emploi s'est glissé dans le paquebot qui écrase de sa blancheur les nuits blanches des chômeurs en pleurs. La dernière fois que je pénétrai dans ce lieu où je fus bien reçu, j'avais les mains dans les poches, le cœur léger, j'avais assez de dates, intermittent du spectacle, j'avais assez de dates de TES pour traverser les 10 prochains mois de l'année, de la bonne année. Non, non, non. Non et non, 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 vous trichez, vous n'êtes pas ce que vous dites, un artiste du spectacle vivant. Dites-moi qui je suis alors. Ah, Laure, de Béatrice et de Juliette, c'est le prénom de celle de Roméo et de celle qui ne me parle pas à Pôle emploi, pas de bol emploi, ras le bol emploi. Sauf aujourd'hui, quand c'est trop tard, si tard comme dans les contes qui finissent mal, ceux de Shakespeare à qui Juliette peut-être doit son prénom. Je voulais, là il s'adresse à la directrice de Pôle emploi Bretagne, je voulais vous murmurer, madame, que vous avez une jolie voix, comme dans les contes, à plusieurs voix qui mènent en enfer, les paradis pavés de bonnes intentions. Je voulais vous dire, madame, que vous êtes comme dans les shampoings de la publicité, deux en une. Dont l'une nous tire par les cheveux, mais laquelle? Lac, quel lac? Oh lac, l'année à peine a fini sa carrière comme moi qui tombe, pris la main dans le lac, pardon, dans le sac. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus où j'en suis, je ne sac plus ce que je vis. Je voulais vous demander, madame, ce qu'est un artiste, vous qui le savez, moi qui le suis, en toute franchise intérieure contre vos mots à double sens, avec les miens à contresens. Mes pauvres mots, mes mots de pauvres qui remontent à la surface sous vos menaces. Voilà, 3 petites pages, le texte en fait 40. C'est un long texte ininterrompu, comme une complainte, la complainte du chômeur en fin de droit, magnifiquement illustrée par Pef, qui met de l'humour dans tout ça. Et voilà, il me semblait que c'était une bonne manière de parler sur une tonalité peut-être un peu triste, mais de ce cœur en rage. C'est l'impuissance aussi que cette rage. Il y a un courage d'être soi-même, d'affirmer, par exemple, comme Katia Bouchoueva, son homosexualité, ou bien de se reconnaître différent des autres. Katerina Apostolopoulou, la jeune poète grecque qui m'accompagnera au mois d'avril, a écrit un texte qui figure dans cette anthologie sur un homme qui a fait le choix de vivre en marginal. Et un long poème raconte pourquoi Photis, c'est ainsi qu'il s'appelle, est devenu un vagabond sous les étoiles dans la petite ville grecque de son enfance. Mais je m'arrête sur un poème de Hermann Hesse,
un poète allemand qui a obtenu le prix Nobel en 1946 et qui est une voix vraiment extraordinaire. Je crois en avoir déjà parlé un peu l'an dernier. Hermann Hesse, c'est un insurgé. C'est quelqu'un qui s'est révolté tout au long de sa vie. 70 ans d'écriture poétique, et puis des romans qui lui ont valu le prix Nobel en 1946. La perte de la nationalité allemande. Il est devenu suisse, parce qu'il a fui le nazisme, mais une insurrection à vie contre le piétisme de la famille, contre l'ordre bourgeois, contre l'école, puis contre l'Allemagne va en guerre pendant la guerre de 14, donc c'est un pacifiste convaincu, puis dans les années 20 contre le sort fait aux réfugiés qui fuient l'Asie mineure et que l'on place dans des centres de rétention, le mot existe déjà, et il visite ces centres de rétention et il trouve abject le sort que l'on fait à ceux qui viennent dans nos pays pour la démocratie. Et il va créer une petite maison d'édition, il fabrique des livres qu'il va distribuer aux réfugiés en disant « T'as pas seulement besoin d'un passeport allemand, tu as aussi besoin de connaître la culture de ce pays. » Et il donne des livres de Goethe, de Schiller, d'Hölderlin. Voilà. Puis après, il y a le nazisme, et puis après, il est aussi insurgé contre lui-même, contre son corps qui se déglingue, etc. Bon, moi, je le trouve extraordinaire, et je vous lis un poème. Refus. Plutôt être tué par les fascistes qu'être fasciste moi-même. Plutôt être tué par les communistes que d'être communiste moi-même. Nous n'avons pas oublié la guerre. Nous savons comme l'on se grise quand on frappe sur un tambour et des timbales. Nous sommes sourds et ne nous enthousiasmons pas quand vous débauchez le peuple avec votre vieille drogue. Nous ne sommes plus ni soldats ni redresseurs de tort. Nous ne croyons pas que le monde doive guérir au contact de votre nature. Nous sommes pauvres. Nous avons souffert un naufrage. Nous ne croyons plus à toutes les jolies phrases avec lesquelles, à coups de fouet, à cheval, on nous a envoyés à la guerre. Les vôtres aussi, frères rouges, sont des magiciens qui conduisent à la guerre et au gaz. Vos chefs aussi sont des généraux. Ils commandent, crient et organisent. Nous, en revanche, nous haïssons cela. Nous ne buvons plus leurs torts boyaux. Nous ne voulons perdre ni notre cœur, ni notre raison. Nous voulons marcher ni sous les drapeaux rouges, ni sous les drapeaux blancs. Nous préférons pourrir, en rêveurs solitaires, ou mourir sous vos poings fraternels et sanglants, que de jouir d'un quelconque bonheur belliqueux et partisan, et au nom de l'humanité, tirer sur nos frères. Voilà. C'est un texte fort, hein, qui démonte aussi des slogans de la propagande nazie, un peu comme le faisait Brecht. Alors il y a un courage d'être soi, de se dire différent, d'affirmer sa singularité, et puis il y a aussi un courage qui consiste à faire abnégation de soi pour se mettre au service de l'autre, des autres. Et là, une toute petite prose de Fabienne Sviatly. Fabienne Sviatly, c'est une poète, auteure qui vit dans la région lyonnaise, qui a à peu près 55 ans, qui est connue pour son ancrage dans le réel. Elle s'intéresse... moi je dis d'elle dans le livre qui va paraître au mois de mars, que ses poèmes sentent le bleu de travail. Ils rappellent le monde des Assyries, du travail, des grèves de 36, etc. Et elle vient d'écrire un texte que j'ai trouvé magistral, 64 petites proses, des toutes petites proses, hein, de 7-8 lignes, chacune consacrée à un métier exclusivement pratiqué par les femmes. C'est un livre tout à fait étonnant, presque sociologique, et je vous lis 2 de ces petites proses. Son doigt tapote la veine soigneusement choisie dans le creux du bras, puis elle enfonce l'aiguille et défait le garrot. Le sang coule dans une première pipette suivie de 2 autres. Le coton imbibé de désinfectant stoppe la saignée. Elle l'immobilise avec du sparadrap prédécoupé. Son gilet bleu clair est taillé dans une matière douce et vieillotte que l'on voit seulement dans les hôpitaux. Le corps
qui a froid malgré le chauffage à fond. D'une voix portée par un souffle profond, elle exige du chef de chantier qu'il retire les photos accrochées sur les murs de l'atelier. Femmes dénudées et entr'ouvertes qui offrent au regard ce qui se cache d'habitude avec ou sans épilation. Menuisière débutante qui s'impose à toute une équipe d'hommes. Il a rougi avant de répondre « Ok », comme si elle désignait une salissure sur son pantalon. Voilà. Je ne peux pas vous en lire plus, mais ça s'appelle « Elles sont au service ». Et c'est bien quand la poésie, comme cela, dans une écriture, avec une écriture hyper précise, presque chirurgicale, sans affect, sans émotion, dit la réalité, l'enregistre avec un souci du geste vrai, du détail, et une sorte de volonté comme ça de rendre compte d'un paysage social, celui du monde du travail, des femmes, avec des petites proses qui n'ont l'air de rien. Et quand j'ai reçu le manuscrit, j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, mais ça ne va pas tenir 64 pages. Et puis si, ça tient 64 pages et on ne le lâche pas. Chaque prose est un court-métrage, très court-métrage. Au fond, ce sont des instantanés sur la vie des femmes au travail. Voilà. Nous le sortons pour le 8 mars. Voilà. Alors, il faut aussi garder en soi le courage de chanter la vie. Surtout si nous voulons ensuite, dans les 3 derniers chapitres, trouver le courage de dire non, de se battre, etc. Et le courage de chanter la vie, ça c'était pas le chapitre le plus difficile à faire. C'est ce que fait la grande Sophie dans la chanson que je vous ai passée tout à l'heure. Et qui se trouve dans ce livre. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi dans ce poème. C'est la première fois que je mets un de mes poèmes dans l'anthologie du Printemps des Poètes, en 15 ans, mais là je l'ai fait. J'ai fait une résidence d'écriture à Ornans, dans le Haut-Doubs, autour de la figure de Gustave Courbet. C'était une proposition d'éditeur et que d'aller à 4 écrivains vivre une expérience un peu étonnante, écrire un roman à 8 mains sur Gustave Courbet, l'insoumis, Gustave Courbet, l'anticonformiste. Donc un roman, vraiment, une fiction. Et quand on est revenu pour présenter notre livre après parution chez Actes Sud Junior, eh bien on m'a fait visiter, le hasard a fait qu'on m'a fait visiter le dernier atelier de Gustave Courbet, qui n'a d'atelier que le nom, parce que c'est une bâtisse désaffectée, très dégradé, et il reste encore au plafond à 5 mètres de hauteur des hirondelles qu'il avait peintes et des rebords de murs comme ça avec des tableaux de Gustave Courbet aux 3/4 effacés avec des enduits dégradés, etc. Et j'ai eu, pourquoi je ne sais pas, une émotion très grande en voyant cela, et les mots me sont arrivés, donc ces mots les voici. Dans l'atelier du peintre, lettre à Gustave Courbet. Je suis venu te dire que les hirondelles sont toujours là, sur le plafond de l'atelier, entre les raccords de plâtre et les enduits dégradés, entre le saignement de la pierre et les ferrures arrachées. Elles volent encore, tes hirondelles, sur les murs écaillés, malgré les années de guerre et les années de plomb, malgré l'humidité et le pillage. Rien n'est venu interrompre leur vol. Avec le temps, les nuages ont élimé le bleu. Le pan de mur jaune a pris les marbrures de l'exil, mais le bateau glisse toujours dans le ciel. La rivière se jette toujours dans la mer. Les frondaisons tremblent encore dans les fausses noyades du miroir. Tes hirondelles sont là dans l'hiver et dans le froid, la poussière et le silence, moins nombreuses peut-être, plus effacées qu'autrefois, mais libres, libres, insoumises et libres, comme le fut le vol libre de tes doigts.
Alors, il en faut. Oui. Claude Bert, que j'avais reçu il y a quelques années, vous disait, je crois, le jour où petite fille, j'ai demandé à ma grand-mère, résistante, dans le maquis des Hautes-Alpes, mais mamie, pourquoi, ou mémé, pourquoi as-tu résisté? Sa grand-mère lui a répondu, ma fille, écoute bien ceci. Dans la vie, on ne sait pas toujours à quoi dire oui, mais il faut savoir à quoi dire non. Donc, nous avons essayé de dire non à la manière de Pierre-Emmanuel, ce poète chrétien dont on parle plus beaucoup aujourd'hui, mais qui a une œuvre très belle et qui était un résistant de la première heure. Des hommes ont su mourir pour demeurer des hommes. Par-dessus les épaules de leurs tueurs, ils voyaient leurs maisons, leurs femmes, leurs moissons, leur pays d'arbres et de fleuves. Et pour ne pas crier, ils enfonçaient les ongles dans l'azur. Ou bien Marianne Cohn, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien Souad Labise, une poète algérienne qui vit à Toulouse, dont j'ai publié un livre au mois de septembre, qui a le courage d'écrire sur le viol, sur l'homosexualité, et qui a le courage d'écrire ceci que j'ai placé en 4e de couverture de son livre, en lui prenant soin quand même de lui dire, mais Souad, tu es sûr que tu acceptes que je le publie en 4e de couverture, ce texte-là, qui peut franchir d'ailleurs la Méditerranée et peut-être te valoir quelques soucis. Elle m'a répondu, mais tu rigoles ou quoi? Je l'ai écrit, donc... C'est extrait d'une berceuse pour le dieu de la guerre. D'abord, ils ont coupé le cordon ombilical pour des raisons naturelles. Ensuite, ils ont coupé le prépuce pour des questions d'hygiène. Enfin, ils ont coupé la langue pour des questions de sécurité. Voilà. Alors, le texte parle peut-être d'un courage, mais il faut simplement du courage pour l'écrire, accepter de le publier, voilà. Donc je lui rends hommage à Souad Labise. Et puis alors on a aussi une voix venue de Bretagne, celle de Nolwenn Corbel, que vous connaissez. Et on a publié de Nolwenn Corbel une chanson sur Anna Politkovskaya qu'elle a écrite en breton et qu'elle a accepté de traduire et que nous publions. Voilà. Mais ça, vous pourrez la retrouver très facilement. J'ai vu de la neige sur la montagne, des gens pieds nus, des gens qui tremblaient et d'autres qui avaient perdu leur âme. J'ai vu de la neige sur un lit. C'est un texte magnifique sur Anna Politkovskaya, qui a été, comme vous le savez, assassinée. Pour terminer, mais on ne termine jamais vraiment, je me suis dit, nous nous sommes dit avec Thierry Renard que le courage des peuples aussi, c'était quelque chose. Et qu'il fallait en rendre compte dans un livre comme celui-ci. Le courage parfois de ces petits peuples qui luttent pour leur survie, tout simplement. Et on a ouvert ce chapitre avec 2 textes sur la Grèce, avec notamment un texte de Yannis Ritsos qui dit, mais je vous l'ai déjà dit ce texte parce que je l'aime énormément, ne pleure pas sur la Grèce quand elle est près de fléchir avec le couteau sur l'os, avec la laisse sur la nuque. La voici qui déferle à nouveau, s'affermit et se déchaîne pour terrasser la bête avec la lance du soleil. C'est magistral. Ça, il l'a écrit dans un camp, dans le camp de Léros, au cours de l'année 68, quand il était 68-69, sous la junte des colonels, dans ces prisons à ciel ouvert. Et voilà. Il l'a écrit lorsque quelqu'un lui fait passer un petit papier de Mikis Theodorakis, qui est encore libre, et qui lui dit Yannis, si tu reçois ce petit papier, alors lis-le bien. Ce que j'attends, c'est que tu me fasses passer d'une manière ou d'une autre un chant de résistance que je pourrais mettre en musique et populariser. Et puisque le papier a réussi à passer dans un sens, eh bien, Ritsos se dit que peut-être il pourra le faire passer dans l'autre. Et en 2 jours, il écrit ce qui va devenir les 18 petites chansons de la patrie amère. 18 petits chants comme ça, mais qui ne parlent pas de la junte des colonels, qui, un peu à la manière d'Aragon, parlent d'un autre contexte historique, celui de la résistance des Grecs
sous l'occupation ottomane. C'est une manière détournée de parler de sa propre situation. Et ça donne donc cette œuvre que Mikis Theodorakis a mis en musique. Et vous avez entendu tout à l'heure Manifiesto de Victor Jara, le chanteur chilien. Dans les manifestations au Chili, aujourd'hui, les manifestants scandent les chansons de Victor Jara. Sa tombe a été profanée il y a 8 jours. Alors je vais vous traduire les paroles de cette chanson que vous avez entendue tout à l'heure. Donc Manifiesto, c'est manifeste. Donc le texte dit la chose suivante: je ne chante pas pour chanter, ni pour montrer ma belle voix. Je chante parce que ma guitare vibre et résonne. Elle a un cœur de terre et les ailes d'une colombe. Elle est comme l'eau pure qui bénit les joies et les peines. C'est là que se glisse mon chant, comme dirait Violetta, guitare travailleuse qui fleure bon le printemps. Ma guitare n'est ni pour les riches, ni pour leurs semblables. Mon chant est un échafaudage pour atteindre les étoiles. Car le chant prend tout son sens lorsqu'il palpite dans les veines de celui qui mourra en chantant. Les vérités vraies, non pas des rondes jambes ou des tubes planétaires, mais bien le chant d'un pays étroit puisant au plus loin dans ses racines, là où tout finit et où tout commence. Une chanson courageuse sera toujours nouvelle. Voilà, c'est magnifique. Hein, alors lui est mort en chantant, puisqu'il a été arrêté peu de temps après le coup d'État du 11 septembre 1973, conduit dans l'Estadio Chile, le stade de Santiago du Chili. On lui a écrasé les doigts de la main pour l'empêcher de jouer de la guitare et il s'est relevé et devant ses bourreaux, il s'est mis à entonner l'hymne de l'unité populaire qui était repris en chœur par les milliers de prisonniers qui étaient dans le stade et il a fallu une rafale de mitraillettes pour interrompre son chant. Et puis son corps a été jeté à l'extérieur du stade. Il y avait 40 impacts de balles sur sa poitrine. Et pendant longtemps, les assassins de Victor Jara étaient inconnus. Aujourd'hui, on le sait, ils ont été traduits en justice. Et même celui qu'on appelait le prince a été, je crois, arrêté et traduit devant la justice. Voilà. Mais vous voyez que des années après, cette histoire, on ne va pas dire que cette histoire revient, mais les brasiers ne sont jamais totalement éteints. Et le feu peut reprendre à tout moment. Et aujourd'hui, voilà, c'est touchant de voir que des jeunes qui ne l'ont pas connu, qui n'étaient pas nés à cette époque-là, scandent les chansons de Victor Jara. Je trouve que ça a une force étonnante. Et nous avons donc décidé de terminer ce livre sur un long chant de résistance, celui d'Alexei Bueno. Je ne peux pas vous le lire. Il fait 20 pages. C'est une sorte de... Alors, vous savez, les écrivains latino-américains, ils ont le génie de cela. Pablo Neruda, par exemple, avec le canto général, le chant général, c'est un long chant. Eh bien là, Alexei Bueno, qui est un écrivain donc lusophone, brésilien, qui est un homme qui a une petite soixantaine d'années, a écrit ce texte qui s'intitule « Les résistants » et qui charrie, c'est l'Amazone à l'intérieur du livre. Voilà, d'abord... C'est une écriture ample, de longs chants qui occupent toute la page. Il y a 20 pages comme ça. On va essayer de faire des lectures collectives de fragments de ce texte parce que ça mérite d'être porté sur la scène par un très bon comédien. Bon. Mais de quoi parle-t-il ? Il parle de la résistance des Amérindiens, bien sûr, aux conquistadors. Il parle des Indiens d'aujourd'hui, qui se battent contre la déforestation, les politiques d'expropriation, d'acculturation, de destruction de leur environnement, de leur mode de vie ancestral. Il parle des altermondialistes qui disent non à la société que l'on nous fait. Voilà, c'est un chant qui... Comment dire ? C'est un hymne d'amour et de foi pour tous ceux qui, sur la Terre, sont en résistance au nom d'une valeur, au nom de valeurs collectives et qui se battent pour autre chose que simplement leurs propres intérêts. Voilà, Alexei Bueno.
C'est traduit par Didier Lamaison, écrivain et traducteur. Je m'arrête là. C'est frustrant parce que, vous voyez, 88 poèmes. Je conclus en vous disant que, au fond, ce que nous avons cherché à faire, c'est à rappeler que dans ce livre, comme dans la vie, le mot courage et le mot liberté voyagent ensemble. Voilà. Même, ils font chambre commune, plutôt que chambre séparée. Leurs nuits sont parfois très agitées. Ils dorment dans le même lit, celui de l'amour au drap défait. Voilà, et même parfois les draps servent à faire des cordes pour sortir de la prison. Courage et liberté, deux mots qui désignent chacun à leur manière les ultimes remparts humains contre la sauvagerie, et puis des objectifs aussi à atteindre. Deux mots qui n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà. Peut-être des mots qui sauvent le monde d'un péril, et qui peuvent sauver nos vies aussi d'un péril. Voilà. Et nous ajoutons deux mots tellement nécessaires au jour blessé d'aujourd'hui. Hein. Je m'arrête là. La dernière phrase de la préface, on l'a écrite à quatre mains, Thierry et moi, et voilà ce que ça donne. En poésie, l'oiseau du cœur est plus vaste que le ciel. On peut toujours y croire. Et puisque nous parlons de l'oiseau du cœur, alors, sans autre transition, mais j'avais promis un temps de récital. Alors, c'est là qu'on voit mon inorganisation. Non, mais quand même, ça va. Alors, je devais venir avec Muriel Zac au mois de décembre, pour vous présenter la collection Poésie-Histoire. On avait prévu 2 heures de lecture, d'images, etc., pour vous parler de cette collection naissante. Nous n'avons pas pu le faire pour les raisons que vous savez, mais je voudrais vous donner 20 minutes de poésie destinée aux plus jeunes, aux plus jeunes qui sont en vous. Et vous dire d'abord que Poésie-Histoire est née du désir de prendre les enfants au sérieux quand on leur parle de poésie. Lorsqu'on emmène un enfant dans un musée de peinture, est-ce qu'on se dit qu'il est nécessaire de l'emmener dans un musée où il n'y a que des toiles qui ont été peintes expressément pour les enfants? Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de nous montrer que les Picasso peints par Picasso pour les enfants, ou les Matisse peints par Matisse pour les enfants, ou les Goya peints pour les enfants, etc., etc. Ça semble absurde, ça fait même sourire. Or, pourquoi trouve-t-on normal en poésie de publier des textes qui ont été intentionnellement écrits pour les enfants? Je me pose la question. Chacun y réfléchit comme il l'entend. Pourquoi ? Pourquoi faudrait-il que l'on cantonne la poésie pour enfants aux cantines animalières, aux jeux de mots faciles et aux rossignols, pour ne pas dire les fonds de tiroir, des poèmes écrits pour adultes? Pourquoi la poésie pour enfants serait-elle les miettes d'un gâteau tombé sous la table? C'est souvent ça chez les poètes. Voilà. Alors nous avons pris le contre-pied de cela et nous avons cherché dans les œuvres de poètes contemporains. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt Muriel Zac, puisque c'est elle qui a pensé cette collection, c'est elle qui l'a complètement élaborée.
Elle a cherché dans des œuvres d'auteurs contemporains, en l'occurrence Vénus Corrigata, Maram Al-Masri, que vous connaissez, Yvon Lemaine, que vous connaissez aussi, et moi-même, des poèmes écrits pour les adultes, enfin, ou publiés dans des livres pour adultes, mais qui entrent fortement en résonance avec l'imaginaire et les préoccupations des enfants de notre temps. Avec le désir aussi de parler, par exemple, s'agissant de Maram Al-Masri, de la question de la guerre en Syrie aux enfants d'aujourd'hui. Ou de parler de ce qu'on pourrait appeler, s'agissant d'Yvon Lemaine, un chagrin d'enfance. On entend bien quand on entend Yvon qu'il y a comme un chagrin de l'enfance, la disparition de la mère, des parents, d'une pauvreté vécue, voilà. Et donc ce chagrin, il est présent, il est lié, sa poésie est liée à ce chagrin, dont il fait quelque chose de magnifique. Et donc il y a ce désir de prendre les enfants au sérieux et de demander à un artiste, alors les artistes sont Nathalie Novi, Maria Sonia Luz Posantini, une italienne, pardonnez-moi, Simone Massi, un autre artiste italien, et Sibylle Delacroix, non pas d'illustrer les poèmes, ce ne sont pas des illustrations, mais de nous proposer un court-métrage qui ne jouera pas sur la surimpression du texte et de l'image, qui ne jouera même pas sur la mise en contiguïté du texte et de l'image, pour éviter qu'un mode d'expression ne soit en quelque sorte inféodé à l'autre. Et pour rappeler que la poésie s'écrit aussi avec celui ou celle qui la lit, que les poèmes se lisent dans les yeux de ceux qui les écoutent, et que le premier droit imprescriptible du lecteur de poésie, c'est celui de construire le sens comme il l'entend. Et donc les artistes ont travaillé avec cette liberté totale, et je voudrais vous montrer quelques images et mettre ces images en voix. Alors je commence avec L'une n'est l'une que pour le chat. L'une n'est l'une que pour le chat de Vénus Corrigata. Alors, chat traverse tout le livre. Et chat, figurez-vous, est amoureux de la lune. Voilà. L'une n'est l'une que pour le chat, sourcil du ciel, sourcil du diable, n'éclaire le chemin d'aucun arbre, n'est utile qu'aux amoureux, lune de caillasse et de poussière. Nos vœux finissent dans tes crevasses, nos pieds s'en mêlent dans tes rayons, aucune échelle ne peut t'atteindre. Il arrive aux navires engloutis de remonter à la surface, de se hisser sur un rocher pour repérer un continent. Ils se délestent de leur rouille, du silence noir des profondeurs. Ils sont de nouveau debout, prêts à fendre les océans. Mais que sont devenus les marins? Qu'est devenu le gouvernail et la boussole, le chapeau de la jeune fille, le cerceau de l'enfant? Soleil et tes rayons des allumettes, ton visage roux de vélo, trop vieux pour faire le beau, t'es pas unique dans ton genre, le cosmos grouille de soleil. Reviens demain, dans 3 semaines, à minuit, derrière le chat, du feu dans ta poche arrière, sur ton épaule un extincteur. Reviens à Pâques, à l'Assomption, ou à Noël si tu le veux, un briquet pour le grand-père, des cigarettes pour le mendiant, 2 cigales pour le cyprès, un chapeau pour la fourmi, un drapeau pour le coq, qui a perdu sa crête dans la guerre de Tchétchénie. Voilà, l'une n'est l'une que pour le chat.
voyez, on fait même tellement confiance aux enfants qu'on n'a rien mis en quatrième de couverture. Ça, c'est la couverture ouverte. Voilà. Juste une image complète, en quelque sorte. Avec Yvon Lemaine, Les mains de ma mère, alors on entre bien sûr dans une autre histoire. Il y a une mère qui plie un mouchoir dans l'armoire. Il y a un homme qui déplie ce mouchoir et le voilà qui remonte la route de ses souvenirs. Il y a un enfant qui court sur la plage, qui apprivoise les oiseaux, qui joue avec les vagues, qui cueille ses rêves à la pointe des phares, qui est là, un peu en suspens, entre ciel et mer. Il interroge les nuages, il écoute chanter le vent. Il se souvient des hommes rudes qui ont refusé la guerre et qui parfois y sont morts. Il respire l'orange. Il sait aussi que les inconnus ne sont pas forcément des étrangers. Il cherche l'amour, il cherche la vie. Parfois, il est obligé d'essuyer la buée du chagrin sur la vitre du monde. Mais voilà, c'est ça la poésie d'Yvon Lemaine. Et ce qui a été vraiment extraordinaire dans le travail fait par Muriel, c'est que Yvon a découvert le livre lorsqu'il était quasiment terminé. Et elle est allée chercher un artiste italien extraordinaire qui s'appelle Simone Massi. Simone Massi, il est inconnu en France, mais c'est une star en Italie. Ce qui le laisse totalement indifférent, parce que c'est un homme qui vit dans la montagne, un peu comme un berger. Mais il a quand même obtenu à Cannes une distinction pour un film d'animation. Donc c'est pas n'importe qui. Mais pour Simone Massi ne parle pas français, Yvon Lemaine ne parle pas italien, donc il a d'abord fallu faire traduire en italien les poèmes d'Yvon. Vous voyez, c'est un gros engagement d'éditeur. Et puis faire en sorte que la rencontre soit possible. Et quand Simone Massi a lu les poèmes d'Yvon, il a dit mais c'est mon enfance. C'est mon enfance dans les Pouilles, simplement elle est racontée en Bretagne. Et quand Yvon a vu les images de Simone Massi, ben je vous dis pas. Voilà. Il a dit mais comment ce type que je n'ai jamais rencontré a-t-il pu rentrer à ce point dans l'enfant que j'étais? Ça, c'est la magie de la poésie et de l'art. Allez, je vous lis 2 poèmes. Le mouchoir. Ce sont ces mains qui l'ont lavé, repassé, plié. Ces mains qui l'ont déposé sur la pile dans l'armoire. Ces mains qui ont refermé les portes de l'armoire et que l'on a refermées sur elles-mêmes et sur nous. Ses mains grattaient à la porte des robes, des chemises et du linge de maison, même quand le linge et la maison avaient disparu de ses mains. Ses mains glissaient à vide sur le drap où son corps tournait à vide dans les draps. Ces mains que j'ai prises dans mes mains le jour où ses yeux se sont ouverts une dernière fois au jour qui se ferma à 5 heures de l'après-midi ce jour-là. Ce sont les mains de ma mère qui ont lavé, repassé, plié hier le mouchoir que je déplie aujourd'hui avec mes mains. Voilà. Un désir de poème. Ça va bien avec cette image. On dit du vent qu'il chante. Le vent ne chante pas. Que faites-vous de notre désir de poème? Ce jour-là, quand ils s'embrassèrent sous les fils d'où à l'automne s'envolaient les hirondelles, le vent se mit à chanter. Était-ce le nombre de fils Était-ce le nombre de fils, 6 comme les cordes d'une guitare, le nombre de promeneurs, 2 comme les héros du roman? Était-ce leur désir de poème qui, comme le vent, traverse le monde en chantant? Au large des 7 îles, l'une d'entre elles porte un nom couvert d'ailes et de cris. Voilà, avec cette belle image de quatrième de couverture, de petit garçon de son papa, sur la chevelure de l'enfant endormi. Ça va, je continue?
avec Maram Al-Masri. Alors, vous la connaissez puisqu'elle est déjà venue ici, hein. Maram, alors elle vient de Syrie. Elle est en France depuis longtemps, mais la question syrienne est pour elle une sorte de déchirement permanent. D'abord parce qu'elle ne peut pas y retourner, sa famille est là-bas, elle ne peut pas venir ici. Elle a écrit des textes magnifiques sur la révolution syrienne. Et là, ce que nous avons cherché à faire, c'est voir comment on pouvait raconter la guerre aux enfants, mais avec des mots justes, avec des mots simples, sans effroi, et comment on pouvait en même temps porter la vie dans un monde en guerre. Donc, le livre raconte cela, une maman qui va avoir un enfant, qui donne la vie au milieu des ruines. Et tous ces poèmes très simples tournent autour de cette question-là. Et vous voyez, c'est une poésie narrative parce que les poèmes mis bout à bout, qu'ils viennent parfois de recueils différents, racontent une histoire. Les images sont signées Sonia Marialus Posantini. On a fait le choix du noir et blanc. Ça y est, on a fait parfois travailler vraiment... mais comme dit l'imprimeur, c'est curieux. Vous achetez un livre en quadrille, qui coûte quand même très cher, et vous faites du noir et blanc. Elle, maman, c'est quoi la liberté? Sa mère, quelque chose de très cher. Elle, alors, nous, on ne peut pas l'acheter, maman? Sa mère, c'est pour cela qu'ils nous la font payer de notre vie. Mais pourquoi est-ce qu'on ment aux enfants? Ce sont des mensonges de jasmin blanc et vert qui parfument les chemins épineux. Ce sont des colombes qui portent les enfants sur les ailes de la tendresse et la magie des verbes vers les pays de joie et de paix. Les berceuses sont les manèges du rêve. Elles nous bercent sur la balançoire de l'imaginaire et de la poésie. Elles protègent les fragiles remparts des pays précieux du sommeil, font barrage aux cauchemars et aux loups de la nuit. Il y a ce poème que j'ai déjà eu l'occasion de lire. Je veux préparer un monde où il n'y aura plus d'armes ni de guerre. Un monde où une mère aimera le fils d'une autre mère comme son fils. Un monde qui ne fera pas de différence entre les hommes. Un monde nouveau où ne compteront plus la gloire ni les défaites. Je veux préparer un monde qui ne croira plus à l'arche de Noé. Je veux préparer un monde où aucun être humain ne sera sans maison, où nul ne mourra de froid ni de faim. Je veux préparer un monde où moi deviendra nous et nous sera moi. Je veux préparer un monde naïf et sincère, comme ce poème. Voilà la femme à sa fenêtre. Alors, lorsque Muriel Zac m'a annoncé qu'elle me mariait avec Nathalie Novi, enfin, que mes poèmes allaient être liés, mariés au dessin de Nathalie Novi, Nathalie que je connais depuis très longtemps, j'étais absolument fou de joie. C'est une artiste que j'admire beaucoup. Nathalie Novi, c'est une très grande coloriste et prendre le risque de la faire travailler quasiment en bichromie, comme vous allez le voir dans un instant, c'était tout à fait audacieux et ça a permis à Nathalie d'exprimer une facette de son talent que les éditeurs ne convoquent pas souvent aujourd'hui. Et elle en était absolument enchantée. Ce que je voudrais vous dire, puisque moi j'ai eu la chance d'avoir un livre dans cette collection, sans même l'avoir demandé, c'est que j'ai été absolument subjugué par le travail de Nathalie. Elle n'a pas illustré mes poèmes, elle est entrée dans mon imaginaire d'enfant, ce qui est bien autre chose. Voilà. Alors je vais vous lire pour terminer quelques poèmes et je vais faire défiler quelques images. Voilà. Un ruisseau de montagne traversait le sentier de mon enfance. Son eau vive bondissait du talus et tirant avec elle
la soie verte des herbes. À la fin de l'hiver, l'eau clapotait sous la glace comme chante un poète dans une langue étrangère. Je l'attendais. L'été venu, mon ruisseau découvrait de grandes dalles calcaires blanchies comme des os. L'attente changeait de rive. Les mains plongées dans les remugles de son ventre, j'arrachais des pierres. Je raclais la terre, j'excavais des bosses, je dressais un barrage pour qu'un fleuve renaisse de la vigueur de mes bras. Mes parents n'ont jamais su que j'étais devenu l'aventurier d'un lointain canyon, l'enfant castor d'une vallée engloutie sous les eaux. Aujourd'hui, l'asphalte a tué le sentier, l'eau s'est terrée comme une bête. Mais je reste l'Indien des mots de mon enfance. L'eau coule dans ma nuit, et je détourne encore des ruisseaux de montagne pour entendre le temps battre contre mes paumes. Après, il y a toute une série de poèmes sur la neige, ça s'appelle Neige d'ailleurs. Et quand le livre est paru, parfois, comme ces poèmes, je ne les ai pas écrits intentionnellement pour des enfants, j'avais des doutes. Et puis, il y a un petit garçon de 6 ans, enfin, il venait d'avoir 7 ans, qui m'a téléphoné et qui m'a dit j'adore. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu aimes le plus? Ah, il m'a dit bah, ce que je dis tout le temps avant de m'endormir, c'est ce que j'ai lu. Euh, Neige porte en elle la voie lactée, ses flocons sont des yeux d'enfant. Voilà. Et puis parfois on entre dans des paysages plus tropicaux. Alors le jaguar n'est pas loin. Dans mon poème, il y a une jungle, des fleuves, des volcans impétueux et un chapelet d'îles minuscules, pareil à des trouées de lumière dans la nuit verte des étoiles. Il y a une petite communauté humaine dans mon poème, des peintres naïfs, quelques statues précolombiennes et le bruissement des langues chuchotées sous la canopée. Il y a des oiseaux de jour et des oiseaux de nuit, une pierre tombée d'on ne sait où, et une jeune femme qui traverse l'archipel en pirogue. Ne me demandez pas si le jaguar est présent dans mon poème. Il en est sorti d'un bond quand il a su qu'on parlerait de lui. Voilà, les images sont magnifiques. C'est étonnant un peu de voir des images qui sont nées comme cela de la lecture de poèmes et qui pourraient à leur tour faire naître des poèmes. Et en aucun cas, à aucun moment, je n'ai le sentiment que l'image illustre le texte. De la plage, j'ai ramené une petite fleur d'oranger turquoise née des amours du soleil et de la pierre. J'y retournerai chaque matin pour ramasser des galets que je peindrai pour toi aux couleurs chaudes de l'été. Je les déposerai sur le muret, à l'ombre du feuillage qui donne à ton sommeil son visage de soie. Et tu regarderas la dure matière minérale devenir graines, tiges, fibres et racines dans les draps de la vallée. À la place des portes, tu tendais une voile. Et nous ne savions plus si la maison ou le bateau, qu'importe quand le vent offre à la soie d'aimer sa rive de feuillage, ses galets de fortune, sa route printanière. Qu'importe quand la nuit roule contre nos paumes le rire des étoiles, quand l'arbre de la cour tend son mât de cocagne vers le petit matin. Qu'importe si la montagne ou la mer, quand les volets que tu ouvres, les yeux tout embués de joie, offrent un pan de ciel bleu au voyage de l'amour.
à la place des portes, tu tendais une voile. Et je vais terminer avec 2 poèmes. Deux poèmes pour cette image. Alors, les poèmes, quand on les dit, c'est pas la même chose que lorsqu'on les lit. On peut connaître tous ces textes par cœur. Par exemple, j'ai un poète iranien qui s'appelle Garouz Abdolmalekian, qui a écrit 6 livres, il les connaît tous. Il arrive pour une soirée qui dure 1 heure, il n'a aucun livre dans sa poche. Donc les gens sont sidérés parce que les gens lui disent « mais on aimerait bien entendre le poème de la page 32 du livre 4. » Donc lui, il dit le texte. Mais alors, donc les gens sont sidérés, ils lui disent « mais comment t'as fait pour mémoriser tous tes livres ?» Et lui, il est très étonné, il dit « mais je les ai écrits en fait. » C'est aussi simple que ça. Les textes viennent de l'intérieur, ils vont vers l'extérieur, ils étaient d'abord en moi. Alors il y a une autre vérité plus politique derrière tout cela, c'est qu'un poète qui vit à Téhéran aujourd'hui, il a intérêt à pouvoir s'abstraire du support papier qui peut lui causer pas mal de problèmes. Mais en même temps, il y a une réflexion de bon sens qui consiste à se dire, mais effectivement, ces textes que nous écrivons viennent de nous-mêmes, donc c'est étrange. L'oubli est une sorte de dépossession. Donc moi, j'encourage souvent les poètes à connaître leurs textes, mais quand on connaît ces textes, on peut faire le choix de le lire ou le choix de le dire, et c'est pas du tout la même chose. Lorsqu'on lit un poème, eh bien, il y a un objet transitionnel. Je me souviens, quand j'étais professeur, les professeurs, mes collègues de sport, appelaient le ballon l'objet transitionnel. Ça marche aussi pour le livre. Voilà. Ou l'objet transitionnel ou le référentiel bondissant. J'avais vu ça, je trouvais ça assez étrange. Donc le référentiel feuilleté. Vous voyez, on peut avoir le référentiel feuilleté entre les mains, mais ça ne crée pas la même relation avec le public que si le texte est dit, ça, presque les yeux dans les yeux. Et là, il se passe quelque chose d'autre. Donc je vais terminer avec 2 poèmes dits. Voilà. Et le premier s'intitule « Le pain de ton regard ». La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à 4 mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes. À chaque fois, je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Et puis le dernier poème, celui qui a fait naître cette magnifique image de Nathalie. C'est un poème que... C'est très mystérieux comment viennent les poèmes. Le précédent, là, il est venu tout de suite et tout seul, comme ça. C'est comme une musique, mais très vite. Et celui que je vais vous lire, qui est aussi simple, était comme un animal sauvage, qui de temps en temps venait en lisière de forêt. Et moi, j'étais de l'autre côté d'une clairière, j'essayais de l'attraper, ou de le faire venir. Et dès que je faisais un pas, le poème repartait dans une forêt obscure et je ne le voyais plus, je ne le trouvais pas. Ça a duré des mois, jusqu'au jour où ce poème s'est laissé attraper. Voilà. Et le voici. Lorsque je me suis éveillé, tu n'étais plus à mes côtés. Il faisait nuit. C'était l'été. J'ai gravi le petit escalier qui mène dans un roulis sur le pont de bateau de notre maison. Tu n'étais pas dans la cuisine.
Tu n'étais pas dans le salon. Une porte était restée entr'ouverte. Je l'ai poussée comme un soupir. L'ombre de l'oranger a mangé mon visage. Tu dormais dans le jardin sur un grand drap bleu de nuit. Le vent jouait encore avec les étoiles. Un instant, j'ai vu la branche de jasmin venir effleurer ton corps. Je n'ai pas dit « la vie est belle », elle était belle. Et je n'ai pu la retenir qu'en posant sur ta peau les doigts de rose d'un poème.